Nouvelle-Calédonie, actualité. Hier soir, Jean-François Nativel, élu de La Réunion, a présenté sa vision de geste de crise requin aux Calédoniens. Il prône une pêche préventive des squales, une idée qui ne fait pas l'unanimité. On en parle dans un instant. Mission classe verte à Waté. Des élèves de l'école primaire de Pointe-Bout ont passé la semaine en immersion à la tribu de Waté. Un dispositif mis en place depuis plusieurs années qui permet aux enfants de se plonger au cœur du patrimoine, de la culture, de l'environnement. C'est aussi l'occasion de passer du bon temps entre copains et copines. On a passé un petit moment avec eux. Après avoir passé une semaine à explorer, sonder, creuser et cartographier le site de la presqu'île de Bogota à Canala, les archéologues de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique sont de retour à Nouméa, cette fois-ci en laboratoire. Nous allons découvrir et comprendre comment sont analysées ces précieuses récoltes dans notre 5e et dernier épisode de notre feuilleton de la semaine. En fin de ce journal, Chloé Yentao nous permet de rencontrer l'artiste plasticien François-Xavier Chagnoux. Son exposition Ce qui brûle doucement est le fruit d'une résidence au Centre culturel Djibaou. L'exposition se tient jusqu'en septembre. On vous propose un avant-goût dans Inspirez, vous êtes filmé. Environnement, la pêche préventive est-elle la solution contre le risque requin? L'élu réunionnais Jean-François Nativel en est convaincu. Il tenait une conférence à la Province Sud hier soir pour raconter son expérience personnelle. Néanmoins, certains de ses propos sont remis en cause par les scientifiques et les associations. Décryptage avec Maëlys Vézière. Fervent défenseur de la pêche préventive, l'élu réunionnais Jean-François Nativel suscite la controverse par son manque d'expertise scientifique. Lionel Bigot, océanographe à La Réunion, et Éric Cluat, spécialiste des requins, ont souhaité réagir à ces propos tenus chez nos confrères. Ça a été un combat pour nous à l'île de La Réunion parce que personne ne voulait assumer cette chose-là. Mais les attaques se sont succédées et ont fini au bout de 3 ans par nous donner raison puisque l'État a lancé enfin un programme de pêche préventive qui vraisemblablement a fonctionné puisque nous en sommes à 4 années sans attaque. Il est indéniable que le programme de pêche a eu un effet. Et je vous dis, quand on voit les quantités d'animaux pêchés, oui, on peut se dire qu'effectivement, on a diminué le risque. Mais là encore, c'est pas aussi simple. Ce n'est pas que grâce au programme de pêche qu'on en arrive à un tel résultat. C'est la conjonction de ce programme, plus le fait que les gens viennent moins à l'eau. Depuis le début, vous avez donc les activités de vigie-requin qui se sont mises en place. Les filets de baignade sont effectifs depuis plusieurs années maintenant sur la zone de Bouc-en-Canotte et sur la zone des Roches Noires à La Réunion. Donc vous avez d'autres activités qui ont été faites. Le bulldog est une espèce invasive. Vous ici en Nouvelle-Calédonie, comme nous à La Réunion, ou encore à Recife au Brésil où je suis allé, les gens se baignaient sans aucun problème avant l'arrivée du requin bulldog. Le requin bulldog est présent sur les côtes de La Réunion, comme d'ailleurs à plusieurs endroits du globe, depuis des milliers, voire même des millions d'années. J'essaie de comprendre, en restant bienveillant, pourquoi M. Nativel traite le requin bulldog d'espèce invasive. C'est parce que selon lui, subitement, comme ça, il y aurait une sorte d'invasion. C'est ça l'idée de requin bulldog. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on ne sait pas combien il y a de requins bulldog. Il y a quelques études qui ont tenté de le définir avec plus ou moins de précision. Mais bref, de toute façon, c'est un petit peu les vases communicants. Le requin bulldog, il est certes sédentaire, mais il y a des échanges, si vous voulez, entre La Réunion et Madagascar. Bref, si vous voulez, le requin bulldog n'est pas une espèce invasive. Ces attaques qui avaient lieu avant, qu'on pouvait considérer comme normales dans des zones sauvages réputées, sont arrivées sur la zone, vraiment le cœur balnéaire. Et bien sûr, pourquoi il y a ce mutisme autour de ces raisons-là, c'est parce qu'à cet endroit, c'est le seul endroit où ils ont mis une réserve marine. Les institutions ont fait de cette zone, ont fait l'humain dans cette zone, ont rendu l'humain une simple proie. Pour vous donner quelques mots, la réserve marine a été créée maintenant depuis 14 ans. Elle commence tout juste, c'est une petite réserve, elle commence tout juste à porter ses fruits et elle a du mal. C'est-à-dire qu'on a des valeurs de biomasse de poissons, pour parler de manière technique, qui sont encore très basses et elle n'abrite pas de peuplement de poissons suffisant qui pourrait attirer des prédateurs en justifiant que au sein de la réserve, ils ont un garde-manger. Donc c'est totalement ridicule, c'est infondé. Si les scientifiques se basent sur des faits, Jean-François Nativel l'assume pleinement. Lui s'attache à son expérience personnelle avec un parti pris, celui de la protection de l'homme avant celle de la biodiversité.
Dans l'actualité internationale, Michael Forest, membre du gouvernement en charge des relations extérieures, a passé ces 2 derniers jours à Bali. Il a participé à un séminaire pour le Pacifique du Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies. Enjeu de l'événement, la présentation de mesures innovantes pour assurer des objectifs de développement durable. À noter que la Calédonie participera le 6 juin au forum Perspective. Un rendez-vous pour présenter des pistes d'action en vue d'un changement structurel de modèle économique. Politique et santé maintenant. Une séance extraordinaire de l'Assemblée de Province-Nord s'est tenue ce matin à Koné. 4 rapports de la Chambre territoriale des comptes ont fait l'objet de débats. Parmi eux, l'un a porté sur la prise en charge des soins de premier recours dans les dispensaires depuis 2017. L'occasion d'apprendre que 4 pôles support, social, prévention et soins ont été créés au sein des 15 centres médico-sociaux. Des établissements regroupés en 4 bureaux de proximité de soins et dont le management des effectifs s'opère dorénavant par bassin géographique. En février, 19 des 30 postes des médecins généralistes étaient occupés. Le recrutement des praticiens se poursuit, des téléconsultations sont mises en place. Écoutez les explications de Valentine Rissouquet, 2e vice-présidente de la province Nord en charge des questions de santé au micro de Gédéon Richard. La Chambre territoriale des comptes a conforté un petit peu les éléments de réponse qu'il fallait apporter. Alors notamment dans la mise en place de la télémédecine, on a eu déjà l'occasion d'en parler pour faire face à la situation de pénurie médicale. Donc c'est vrai que la téléconsultation aujourd'hui, elle ne va pas remplacer la présence médicale, mais au moins ça permet aux gens, à la population surtout malade, de pouvoir de continuer à être soigné. Le diagnostic a été effectué et qui a été effectué a fait transparaître différents déterminants sur lesquels il faut travailler aujourd'hui pour favoriser l'attractivité médicale en Province-Nord, notamment les conditions d'accueil, les conditions de rémunération. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Améliorer également le mode de recrutement qui était fait jusqu'à présent. Tout ce travail a commencé, c'est en cours. On voit aujourd'hui les fruits de ce travail. Et par contre, ça a été conforté par les recommandations qui ont été effectuées par la Chambre territoriale des comptes. Nichée au fond d'une vallée, la tribu de Waté, située à presque 1 heure du village de Pointe-Boute, a accueilli tout au long de la semaine des classes découvertes ou classes vertes dans son ancienne école. Encadrée par l'association Piwian Mahapari, depuis plusieurs années, les enfants peuvent y découvrir le patrimoine culturel local et le milieu qui les entoure. Et vous allez voir, avec les bons conseils de Pépé Hubert, cette classe de CM1 en route pour la forêt humide n'a pas été au bout de ses surprises. Océane Zobler les a suivis. Une fois les groupes établis, tout le monde suit Pépé Hubert. Dès le début du chemin, il livre ses secrets sur les plantes. Je prends l'igname, il met ici. La tête, il met là. Oui. Après, le cul d'igname, il met ici. Après, il prend la liane là, que je vais montrer. Là. Le maniania. Après, il prend la liane comme ça. Il met comme ça. Voilà l'igname dedans. Et ça, après, il fait ça. Après, il reprend la même liane. Ils font des sacs à dos avec. Après, il met dans le dos, il porte. Ça, c'est les grands-mères. Hein. Il a dit, vu que l'igname, c'est assez fragile, et vu qu'avant, il n'y avait pas de sac, du coup, il prenait du roseau, il le coupait, il le mettait par terre, il mettait l'igname dedans, et après, il prenait une sorte de liane qui s'enroulait autour, et ils en faisaient comme un sac à dos. Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est hyper ingénieux. C'est pour eux, quand ils vont se balader dans la nature, mais ils savent que là, tel arbre, c'est son nom. Ça sert pour les anciens avant, ils servent pour faire ça, faire ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça c'est figue. Figue, ouais. Figuier. On prend les figues pour faire quoi? Pour manger. Manger? Construire. Non. Médicinal. Les mamans ou les grands-mères ici, voilà. Ils enveloppent la noutou, la recette pour mettre au four. Et c'est comment, Païti? Voilà, c'est comment, Païti? Oui. À l'école, il y a des choses qui s'apprennent, et puis qu'à l'extérieur, il y a aussi d'autres personnes qui sont capables de leur transmettre aussi des savoirs. Ils posent des questions, et puis ils sont
Voilà, ils sont curieux. Toutes les informations recueillies leur serviront dans la réalisation d'un documentaire sur les plantes et leurs fonctions dans la tribu de Waté, un travail qu'ils devront faire de retour à l'école. La devise du centre est bien respectée, on retient pour un jour ce que l'on entend et on retient pour toujours ce que l'on a appliqué. À présent, place au dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré aux fouilles archéologiques sur la presqu'île de Bogota à Canala. Une fois collectés, les matériaux archéologiques de la presqu'île de Bogota sont analysés dans les locaux de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique à Nouméa. Ils sont scrupuleusement nettoyés, identifiés et dessinés par les scientifiques pour permettre une étude complète en laboratoire. Voyez le procédé avec Anissa Toussi. Là, on rentre de la fouille sur Canala. Et au fait, tout le matériel il est entreposé et on essaie d'organiser le stockage du matériel en fonction des niveaux archéologiques qu'on a comme fouillé. Les archéologues peuvent ainsi se faire une idée de la quantité d'éléments présents dans chaque unité stratigraphique. Ces éléments sont par la suite lavés à l'eau claire et séchés. Cette première phase est très importante, car elle permet d'enregistrer le matériel archéologique qui aurait échappé à l'œil aguerri des spécialistes lors de la fouille. Place ensuite à la phase de tri. On trie et on récupère chaque variété de coquillage. On prélève tous les éléments de charbon parce que ça aussi, du coup, on va voir avec des collègues qui sont archéobotanistes pour pouvoir déterminer quelles essences de bois sont présents dans ces niveaux anciens, au fait, tu vois. Ça sert à la fois à la datation, mais ça sert aussi à déterminer les variétés de bois utilisées dans les foyers. Voilà. Et les foyers, je parle de foyer, c'est foyer en termes de structure de combustion, en fait. Voilà. Certains matériaux, comme les poteries non identifiées sur le terrain, suscitent des interrogations. Là, j'avoue que c'est des traces quand même de battoirs qu'on a dessus, non ? Je sais pas. Moi, sur le coup, je pensais, mais sur le terrain, John, il disait que ça ressemblait à poterie Kanak, quoi, tu vois. Ça fait un lissage. Ouais. Ça fait pas battoir, en fait. Ça, c'est pareil, même le lapitage, je suis pas sûre qu'il y en ait autant de sable à l'intérieur. Une fois trié, le mobilier remarquable, c'est-à-dire ceux qui possèdent des caractéristiques particulières comme les céramiques, les outils ou encore les parures, sont dessinés à la main par Ayane. On doit dessiner d'une certaine manière, c'est le dessin technique en fait, et on doit le représenter d'une certaine manière. Et comme ici avec ce lithique là, par exemple pour le lithique, c'est un déroulé de l'objet au fait qu'on fait. On fait la face, le recto, le verso, la tranche et les sections, c'est-à-dire le profil au fait de l'objet. C'est vrai qu'il y a les nouvelles technologies aujourd'hui qui permettent de dessiner du mobilier. Mais en archéologie, tout part de dessins techniques archéo, qui permet ensuite la reprise en utilisant des logiciels de dessin, en fait, pour pouvoir être publié. L'œil humain a quand même des facultés à observer des détails que sur une photo, je pense que c'est difficile, quoi, tu vois. Dans toutes les bases d'archéologie, tous les instituts d'archéologie, le dessin technique du mobilier reste quand même une priorité dans le traitement de l'information archéologique. Une fois dessinés, analysés et enregistrés, ces éléments sont envoyés au pôle conservation et restauration de l'Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique pour y être stockés. Ils sont par la suite valorisés lors d'expositions ou mis à disposition des chercheurs étrangers qui souhaitent les étudier au pays. Tout de suite, il est temps d'inspirer car vous êtes filmés. C'est la chronique de Chloé.
Chloé Yentao a rencontré François-Xavier Chagnou, artiste plasticien. Installé au Centre culturel Djibaou, son exposition intitulée Dougnura, ou Ceux qui brûlent doucement en langue kweni de l'île des Pins, est visible jusqu'en septembre. L'artiste, dans le cadre d'un projet artistique et culturel, est allé interroger nos origines, d'où l'on vient, ce que nous sommes, où allons-nous ? Il donnera une conférence demain en salle Sissia au Centre culturel Djibaou à 18h, suivie de 2 visites guidées. Mais avant tout, rencontre avec ce discret artiste aux multiples talents. Salut François-Xavier. Bonjour Chloé. On est au centre culturel où tu as élu résidence depuis 7 mois. Exactement. Pour nous proposer une exposition dont tu vas nous parler aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci à toi, merci. Venez vite voir l'exposition qui s'appelle « Ceux qui brûlent doucement ». Je parle de notion d'acculturation et d'une notion que j'aime bien qui est le phagocytage culturel, mais dans lequel voilà, ça regroupe tout un tas de concepts. Et donc là j'aborde des questionnements qui sont de l'ordre de l'anthropologie, de la sociologie, de la botanique, voilà, donc des choses assez larges et assez variées. J'aime bien la notion de télescopage, en tout cas entre les cultures. Et le phagocytage, on emploie ce terme en biologie, qui est le fait de s'accaparer ou par assimilation une culture. On a quand même bien vu que la mondialisation ou l'américanisation avait amené quand même pas mal aussi de perdition justement. Ouais. À chaque fois que je dois faire une œuvre, en fait, je vais mettre en place ce qu'on appelle un mini laboratoire artistique qui doit correspondre à l'énoncé ou au concept que je vais élaborer. Donc pour certaines idées, la sculpture sera plus appropriée, aura peut-être plus d'impact, ou à contrario, aura peut-être que le dessin sera le plus porteur. Après moi j'aime bien découvrir les médias, j'aime bien comprendre aussi comment fonctionnent les choses. J'ai besoin de faire de la porcelaine, du métal, du bois, de la vidéo encore une fois. Après, la grosse dominante dans mon travail reste quand même le dessin, parce que tout passe toujours par le dessin. Ce qui m'inspire déjà au départ, c'est mon histoire, parce que j'ai une grande partie de ma famille qui vient du Pacifique, donc qui vient de Polynésie, du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie. Et moi, je suis né à Tours, et donc j'ai grandi avec cette double culture qui était omniprésente chez moi. Et donc voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était de faire ces rapprochements et de faire une migration un peu inversée. Alors il y a une œuvre déjà qui symbolise vraiment la notion que je viens d'aborder. C'est une pièce qui est assez simple au départ justement, je parlais de laboratoire artistique. C'est-à-dire que j'étais intrigué par le phénomène de retrait dû à la porcelaine, de retrait dû à la cuisson. Et donc j'ai voulu le mesurer de manière empirique. Donc j'ai moulé un poids de 1 kg en fonte comme référent de taille et de volume. D'accord ? Donc là on a vraiment le retrait qu'on peut constater, que tout le monde peut constater. Et à partir de ce principe, j'ai commandé à une céramiste, je lui ai commandé de reproduire un objet traditionnel kanak, donc une hache au stançoir, avec lequel j'ai grandi justement en France. Et je lui ai demandé de la reproduire autant de fois que possible, jusqu'à sa propre disparition. D'accord ? Et donc là, je trouvais que ça exprimait bien l'idée que le fait de s'accaparer ou de reproduire une culture amenait forcément à la disparition, en tout cas à la perte de l'originalité de la chose. Et là, en l'occurrence, pas moi qui fais disparaître la pièce, c'est juste le fait de reproduire, c'est juste de la cuisson, juste de reproduction qui fait complètement disparaître cet objet ou cette culture en l'occurrence. Et donc, ce qui brûle doucement, c'est cette idée que la culture, la mémoire sont des choses qui sont amenées à disparaître et qui, si on n'attise pas du coup cette petite flamme, en fait, voilà, sont des choses qui partent. Parce que dans une partie de mon exposition, je parle de la notion de perte de mémoire collective. Et j'ai pu faire un documentaire, parce que j'ai fait un workshop dans une des tribus sur l'île de Marais, sur la notion de perte de mémoire collective. Et donc il y avait cette idée-là de ce qui brûle doucement, c'est ça aussi. Avant de refermer ce journal, allons du côté de Thio, où la commune sera animée ce week-end avec la fête de la montagne. Cet événement regroupe les 6 tribus de la montagne, l'occasion pour elles de promouvoir leurs produits et leur artisanat. L'une des activités phares de cet événement sera la visite des vestiges de la mine et ses chemins de fer. Anissa Toussi vous propose un avant-goût de ces visites. Vous pouvez apercevoir les vestiges des deux mines, mine bornéen et mine bornéeux. Ils ont été mis en activité en 1879. Il y avait une difficulté pour l'exploitation de cette mine, comme il y avait la vallée. C'était difficile pour convoyer le minerai jusqu'au bas de la vallée. Ils ont choisi de faire le transporteur
le système de téléphérique qui descend les mines il descend les bennes de minerais jusqu'à la gare ferroviaire de Saint-Michel plus bas. Jonathan est animateur de patrimoine au musée de la mine de Thio. Demain, à l'occasion de la fête de la montagne, il s'occupera des visites guidées des vestiges de la mine. L'histoire de Thio est indissociable de celle du nickel en Nouvelle-Calédonie. La production minière débute dans la commune en 1875 et avec elle se développent les différentes techniques d'extraction et d'acheminement du minerai. Entre 1886 et 1911, 4 voies ferrées sont construites pour permettre aux trains de transporter le minerai jusqu'à la mer. Vous pouvez apercevoir derrière moi les vestiges de l'ancienne gare ferroviaire des mines bornées. La gare ferroviaire a été construite en 1902 et elle servait à décharger le minerai qui arrivait directement des mines bornées tout là-haut. Et ensuite, de la gare ferroviaire, la locomotive était garée juste à côté et les ouvriers chargeaient le minerai depuis les trémies de la gare ferroviaire jusque dans les wagons. Les wagonnets ensuite se dirigeaient vers Thio Mission, vers le WAF pour ensuite être chargés dans les minéraliers. Le musée de la mine de Thio participe activement cette année à la fête de la montagne en permettant à la population et aux visiteurs de découvrir le patrimoine de la commune. Le musée de la mine, qui avait aussi prévu de faire la nuit des musées à la même date, nous avons décidé de décentraliser l'événement, de faire un hors les murs, c'est-à-dire nous ne le faisons pas au musée, mais nous allons sur le site même de l'événement, et aussi pour pouvoir participer en présentant des visites guidées, des animations patrimoniales. Les festivités auront lieu samedi, ici sur le site du village de Nakalé. Une trentaine d'exposants vous attendent pour promouvoir les produits de la montagne et leur patrimoine historique. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.